On a eu des interventions qui étaient extrêmement diverses, extrêmement riches. Et donc, je vais essayer de vous livrer quelques éléments, en tout cas, qui ont retenu mon attention après avoir entendu l'ensemble des collègues toute cette journée. Alors, ça a été évoqué, et d'ailleurs, on l'a bien ressenti avec les interventions qui ont été réalisées donc, en visioconférence. La pandémie actuelle du Covid-19 a bouleversé le fonctionnement des sociétés du monde entier. Le virus a largement mis en exergue l'interaction ancienne entre l'homme et l'animal, et plus particulièrement, ce dont on a conscience, l'instrumentalisation de l'animal par l'homme. Cette crise a peut-être permis une réelle prise de conscience, on peut espérer que ça ne soit pas que passager, de ces liens fondamentaux, y compris quant à l'exigence d'une véritable protection de l'animal par l'homme. Le lien le plus évident dans ce contexte est l'implication de l'animal sur la santé de l'homme. Ça a été là aussi évoqué ici et là. On a un virus qui est apparu et dont on considère que la transmission à l'homme a été réalisée par l'animal, le pangolin, espèce d'ailleurs dont la capture et la vente sont illégales, et notamment l'étaient également déjà à l'époque en Chine. Et ce sont les évidentes expérimentations sur l'animal, dont on peut avoir conscience actuellement, qui vont certainement justifier une mise sur le marché d'un vaccin, peut-être dans quelques semaines, peut-être dans quelques mois. Le confinement a également permis de montrer les conséquences de l'activité humaine sur l'environnement. Je pense qu'on en a tous été conscients, et notamment ses conséquences sur la vie animale. Et on a eu une réappropriation pendant quelques semaines de ces espaces par les animaux. On a vu passer des photos sur Internet, je présume que vous les avez vues aussi, dans les différentes cités du monde, des pumas dans les rues de Santiago, des canards dans les rues de Bruxelles et de Paris, des cerfs donc dans les rues de Nara, etc., etc. Et ce qui a été marquant aussi, quand on en discute, c'est le chant des oiseaux qu'on entendait de partout, quelles que soient les villes. Et donc, on a vu que le confinement a eu cet intérêt et certainement cette conscience de la place qu'avaient les animaux. Si l'homme utilise l'animal, il lui appartient également d'en assurer sa protection. On l'instrumentalise, mais c'est aussi à l'homme de protéger l'animal. Malgré l'importance de cette protection devant être assurée par l'homme, on peut regretter, je pense, que parmi les 17 objectifs de développement durable pour sauver le monde de l'Organisation des Nations Unies, si vous allez consulter ces 17 objectifs, aucun ne précise expressément l'importance de l'animal. Vous n'avez aucune mention précise à l'animal, aucune mention à l'importance de leur protection. A contrario, on est dans une situation particulière depuis quelques années, puisque le droit animalier fait l'objet d'une reconnaissance et d'un développement dans de nombreux pays. On l'a vu aujourd'hui à travers cette internationalisation des contributions. On a un véritable attrait pour cette question-là, au sens très positif du terme, et notamment en France. On peut se réjouir de la multiplication des formations, que ce soit à l'université, que ce soit auprès des professionnels, notamment les magistrats, je pense aux magistrats, les différents diplômes qui sont réalisés ici et là, la multiplication de colloques, de publications, comme ça vous a été évoqué, et on pourrait citer notamment la publication du Code de l'animal, ce qui est révélateur de l'importance qu'on attache aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, certes, mais plus particulièrement ces dernières années. Alors, si ce droit est plus visible, le débat est ancien. La sensibilité de l'homme face à la cruauté envers les animaux implique une nécessaire protection de l'animal, ce qui a déjà été promu par des grands penseurs. On a déjà entendu quelques noms égrenés ici et là toute la journée. On pourrait citer encore Pythagore, Léonard de Vinci, Rousseau qui a déjà été évoqué, Voltaire, Lamartine, Hugo, Zola, etc. Et donc, cette protection contre la cruauté est une contrepartie de la capacité de l'animal à souffrir. Il est alors utile de rappeler, et ça a été dit, que la question n'est pas de savoir s'ils peuvent parler ou s'ils peuvent raisonner, mais s'ils peuvent souffrir. Citation que plusieurs contributeurs aujourd'hui ont repris, donc citation de Bentham, qui est extrêmement importante. Une réponse positive à cette question, et donc la reconnaissance de la sensibilité comme un critère fondamental, a motivé la rédaction du rapport Brambell de 1965, sur lequel je passe très vite, mais qui a également été rappelé à travers l'adoption des 5 lois, les 5 Freedoms, pour l'animal, et qui doivent assurer notamment en filigrane une définition du bien-être animal. En France,
Eh bien, si l'on sent découvrir dans le Code civil la sensibilité de l'animal en 2015, c'est au prix de ce que j'appellerais une importante amnésie, puisque cette reconnaissance, et là aussi on l'a déjà évoqué, a été faite en 1976, donc cette fameuse loi du 10 juillet 1976, avec un article 9 qui le déclare expressément: tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans les conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Et donc ça permet de se concentrer sur le ressenti des animaux et d'approfondir les droits des animaux dont ils sont titulaires, ce qui a été évoqué par Dominique Hofbauer. Et donc disposition aujourd'hui fondamentale qu'on retrouve dans le Code rural L214-1 qui a été repris par la fameuse association L214. Il faut néanmoins reconnaître l'exceptionnelle médiatisation dont bénéficie la réforme du Code civil, qui a intégré à son tour la sensibilisation, et c'est peut-être ce qui a fait en quelque sorte oublier cette reconnaissance de la sensibilisation par le grand public, ou qui a en tout cas permis au grand public d'avoir cette conscience de cette sensibilité de l'animal. Eh bien, c'est cette réforme qui est plus récente, donc du 16 février 2015. Si une réalité de ce rapport avec un partage des émotions et d'une sensibilité entre l'homme et l'animal prend une évidente existence dans les rapports à l'animal domestique, là aussi on a tendance à plus facilement évoquer le lien qui nous attache à notre chien, à notre chat par exemple, une réflexion plus globale sur cette sensibilité des animaux suscite différentes interrogations qui ont été égrenées tout au long de cette journée. Si cette notion fait ainsi l'objet d'un intéressement, d'une utilisation, d'une consécration normative, avec des exemples plus originaux, comme le Code wallon, il convient de présenter le processus de reconnaissance de cette sensibilité et par voie de conséquence de la réalité de la protection juridique associée, à travers une approche que je vous propose. Tout d'abord, une sorte de bilan rapide, et après, pour se projeter vers un avenir, donc plutôt une approche, si on peut dire, futuriste. Donc tout d'abord, dans un premier temps, je vais plutôt avoir une approche, je dirais, statique, ou alors, comme diraient les juristes, de droit positif. Alors, pour assurer cette compréhension et la prise en compte de la sensibilité animale, le juriste va se tourner auprès des scientifiques. On l'a vu, et c'était tout l'intérêt aussi de ce colloque pluridisciplinaire, c'est d'avoir d'autres disciplines de représenter, notamment les scientifiques. Et dans un second temps, j'évoquerai plutôt l'influence que peuvent avoir les pays entre eux d'un point de vue législatif, d'un point de vue judiciaire, en favorisant du coup une reconnaissance adaptée de l'animal, en justement s'inspirant de ce qui peut être fait à l'étranger. Donc dans un premier temps, peut-être le point le plus délicat pour le juriste, c'est plutôt la reconnaissance par la connaissance scientifique. Donc de reprendre, je vais essayer de vous reprendre les idées que j'ai pu tirer des interventions des collègues scientifiques de cette journée. Alors, tout d'abord, si je me suis replongé dans le dictionnaire de l'Académie française, je suis allé voir donc le terme animal, et donc on a une longue définition. Je ne vous donnerai pas la définition dans son entièreté puisqu'elle est très longue, mais juste quelques extraits. Les immortels nous définissent l'animal comme un être organisé, présentant une sensibilité et une motilité générale ou locale, souvent en rapport avec un système nerveux. Un petit peu plus loin, dans un deuxième item, on a bête, être animé, ne présentant pas les caractéristiques supérieures de l'espèce humaine. Et un petit peu plus loin, on a une énumération: animal sauvage, animal domestique, animal de trait, de somme, de boucherie, un animal de cirque, les animaux de la ménagerie. Donc on a une définition avec deux éléments intéressants. Tout d'abord une approche catégorielle, puisque vous avez ces énumérations qui apparaissent, et également le recours à la notion de sensibilité, puisque c'est un des premiers éléments de définition qui est proposé. Alors on doit se poser la question, qu'est-ce que l'animal, ou alors qu'est-ce que l'être animal, puisque c'est l'expression qui a été proposée par John Nicola Morello, avec cette volonté, par l'utilisation de cette expression, d'avoir une dissociation avec la notion de bien et de mettre en avant le fait que l'animal est un être. Dans de nombreuses situations, le juriste fait appel aux sciences. C'est pas nouveau. Le pénaliste que je suis aura d'autant plus de facilité d'avoir des exemples d'appel à la science, ne serait-ce que pour les ITT, ne serait-ce que pour les expertises médicales et autres. En la matière, et donc aujourd'hui pour l'animal, il était intéressant de faire appel aux scientifiques pour pouvoir définir l'animal et pour comprendre sa sensibilité.
Alors, qu'est-ce que le biologiste, l'éthologue ou le sémioticien peuvent apporter aux juristes? Eh bien, déjà cette définition de l'animal et notamment aussi, ça a été débattu, la frontière entre les animaux concernés. Alors, la réponse est complexe puisque les animaux constituent un ensemble d'êtres vivants très variés. C'est ce qu'a rappelé Georges Chapoutier lors de son intervention, avec des discussions et des distinctions apparentes entre vertébrés et invertébrés, et au sein des vertébrés, une nuance entre les vertébrés dits supérieurs et inférieurs. Si quelques animaux ne possèdent aucune aptitude à souffrir, et là aussi on a eu plusieurs exemples, les éponges sont revenues à plusieurs reprises avec le ver solitaire, la plupart des animaux peuvent présenter un état émotionnel très variable dans son intensité et sa traduction, lié à une atteinte physique et ou psychique, et en d'autres termes donc souffrir. Les animaux disposant donc d'un système nerveux ont une sensibilité, ce qu'on a pu appeler la perception donc sensorielle, et sont capables de nociception, mais suivant les espèces, là aussi, et en fonction des degrés d'organisation et également de corticalisation. Tous les animaux n'éprouvent pas la douleur et ils n'en ont pas tous conscience, d'autant plus, et ils ne présentent pas de capacité émotionnelle et cognitive comme on les connaît chez l'homme. Les mammifères, pour le coup, ne suscitent pas de débat sur leur disposition à avoir des émotions. Et il sera même désormais utilisé, et on l'a entendu à de nombreuses reprises aujourd'hui, le terme sentience, capacité donc de ressentir, qui nous a été largement précisé donc par Astrid Guillaume lors de son intervention. Et donc pour marquer, et elle a bien appuyé sur cette idée-là, pour marquer l'existence de cette conscience, c'est-à-dire que l'animal éprouve, mais également est capable d'évaluer une action par son vécu. Pour les vertébrés autres que les mammifères, et aussi pour les invertébrés, eh bien, la question est plus délicate. Et là aussi, on a eu, même lors des débats, un certain nombre d'interventions, car plusieurs groupes semblent éprouver, pas de douleur, mais de la souffrance, alors que d'autres n'en éprouveraient pas. La question, pour le coup, est complexe, mais fondamentale, notamment pour l'accession à la catégorie des êtres doués de sensibilité. Et là aussi, c'est ce qui était évoqué par Georges Chapoutier lors de son intervention. Mais il ne faut cependant pas se laisser libre cours, on pourrait plutôt dire, à une vision anthropomorphique de la question. Alors, le législateur comme le juriste sont influencés par les connaissances scientifiques qui peuvent classer les animaux et qui vont donc pouvoir déterminer les animaux qui sont sensibles, les animaux qui sont sentients. Et c'est ainsi que le Code Voillon, qui vient de nous être présenté, a fait la distinction entre les vertébrés et les invertébrés, ce qui nous a été présenté donc par François Glandorf. De même, l'intéressement à certains animaux, notamment l'utilisation scientifique qui va être faite de ces animaux, a incité le législateur à protéger les mollusques céphalopodes, comme les pieuvres, les seiches et les calamars. On a évoqué également les homards, et c'est vrai que ça a induit nécessairement le rappel de la législation suisse qui est intervenue notamment pour interdire certaines pratiques, et notamment le transport sur glace dans l'eau glacée et la cuisson, et c'est ce qu'on a essentiellement retenu, la cuisson en ébouillantant le homard qui est désormais donc interdit en Suisse. Influencés certes, le législateur et le juriste ne sont pas pour autant astreints à la classification des scientifiques ni à l'évolution de leurs connaissances. D'ailleurs, Georges Chapoutier l'a évoqué, le scientifique n'a pas de rôle de décision, ce qui appartient en définitive au législateur. Et pour preuve, le législateur distingue les animaux sauvages des autres animaux. Ils sont qualifiés de res nullius, des choses sans maître, ou de simples ressources naturelles à travers une unique vision utilitariste, notamment consacrée par le droit international public, qui nous a été présenté donc par Ian Priestner-Levin. Et donc, ça empêche une véritable reconnaissance de leur caractère sensible ou sentient. Dans un deuxième temps, donc après avoir évoqué cette approche par les scientifiques et du coup les conséquences que ça peut avoir sur l'approche des juristes, quelques mots sur la reconnaissance par la connaissance juridique. Il est heureux de remarquer, on peut s'en réjouir, que les législations des différents pays s'influencent les unes des autres. Et ça
pour intérêt, et ça a notamment pour conséquence d'assurer un meilleur degré de protection à l'animal. On va pouvoir éventuellement s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres pays pour essayer par mimétisme de proposer des protections identiques. Là aussi, ce n'est pas on va dire, un réflexe nouveau pour l'animal. Nos législateurs ont tendance régulièrement à aller pomper ce qui éventuellement se fait à l'étranger et de bonne qualité. On l'a vu d'ailleurs récemment sur toute la législation, pour faire un parallèle, toute la législation sur les violences conjugales, où beaucoup de nos nouveaux dispositifs ne sont qu'une réappropriation des dispositifs espagnols. Donc pas une situation nouvelle, mais qui est intéressante et qui est particulièrement intéressante sur un sujet qui est extrêmement complexe comme l'animal, et comme ça a été dit tout au long de la journée, avec des législations qui sont totalement différentes les unes des autres. Les possibles exemples sont donc assez nombreux sur cette connaissance juridique à partager. Les récentes évolutions juridiques belges ont effectivement été influencées par la réforme du Code civil de 2005. Ces législations pourraient, que ce soit la France ou la Belgique, guider d'autres pays qui sont encore avec une reconnaissance faible de l'animal ou qui le traitent comme un bien ou uniquement comme un bien, comme ça a été rappelé pour l'Italie par Diana Serini. De même, l'instauration de la vidéosurveillance dans les abattoirs belges pourrait faciliter certaines réflexions. Actuellement, on a bien vu que ce débat était compliqué en France. Certes, il y a une ouverture sur l'expérimentation, mais ça reste délicat à évoquer et effectivement, on pourrait éventuellement s'inspirer de ce qui se fait à l'étranger. Récemment, le débat sur l'utilisation des animaux dans les cirques a été lancé par le gouvernement en France et cette réflexion intervient alors que d'autres pays ont déjà interdit les cirques avec des animaux sauvages. Je citerai la Belgique, la Bulgarie, la Hongrie, le Pérou, le Portugal et d'autres pays. Et on a quelques villes françaises qui ont également commencé à interdire cette pratique, notamment par la voie d'arrêté. Et je ne citerai que les plus grandes villes que j'ai retenues, Montpellier, Saint-Étienne ou Strasbourg. De même, il est possible de citer différents exemples. On a eu une intervention outre-Atlantique. Donc à Montréal, l'interdiction des promenades à calèche, qui a été interdite depuis janvier 2020. Et très récemment, puisque ça date d'hier, le ministre du Tourisme égyptien a annoncé l'interdiction également des promenades à dos de dromadaire et de cheval sur le site des pyramides de Giza. Donc c'est intéressant de voir les influences que peuvent avoir ces dispositifs et notamment ces exemples renvoient à une problématique plus particulièrement du travail des animaux qui est assez peu développé et qui permettront justement de s'y intéresser d'autant plus. Autre exemple significatif qui a été évoqué aujourd'hui, la tauromachie, qui a fait l'objet d'une évolution dans plusieurs pays. On a évoqué le cas de l'Espagne, on a évoqué le cas du Portugal, de la France, et notamment de la situation originale qui nous a été présentée par Marisa Quaresma dos Reis, notamment avec cette décision du Parlement autonome catalan d'interdire les corridas en région catalane avant que ça soit considéré comme non constitutionnel d'un point de vue de la Cour constitutionnelle espagnole et avec cette indication que depuis, nous n'avons plus de corrida dans cette région espagnole. Donc des réflexions et des débats qui s'étendent notamment sur l'usage récréatif de l'animal et plus particulièrement avec les atteintes aussi violentes que cruelles pour l'animal. D'ailleurs, le débat se déplace et se concentre désormais plutôt entre le lien de la violence à l'animal et de la violence qui peuvent être faites à personne. Et c'est toute la problématique notamment qui se développe de l'enfant qui est spectateur de violence sur l'animal et qui, par mimétisme, pourrait être amené à lui-même être violent envers l'animal, voire envers d'autres personnes. Donc il y a un certain nombre d'études qui sont faites en la matière actuellement. Une réflexion, je ne m'y attarde pas, mais une réflexion similaire pourrait être faite d'ailleurs par rapport à d'autres pratiques qui ont été évoquées. Et on pense, et c'est très médiatisé ces dernières semaines, à la chasse à courre, bien évidemment. Et également, vous avez peut-être vu un certain nombre de faits avec de la vénerie, où là aussi, un certain nombre d'interrogations ont été soulevées, et plus particulièrement lorsque vous avez des enfants et de très jeunes enfants qui assistent à ces pratiques.
Outre ces influences donc bilatérales entre les États, on a bien évidemment les influences des organisations supra-étatiques, et on pensera, pour ce qui concerne la France, bien évidemment, à l'Union européenne. A été évoqué à différentes reprises l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui évoque le bien-être animal. Et parmi ces influences, bien évidemment, on peut retenir l'influence importante sur l'expérimentation animale. Hein. Ça a été développé par Aloïs lors de son intervention. Pour parfaire donc la connaissance des différentes modalités protectrices des animaux, et pour pouvoir assurer une influence réfléchie entre les législations des différents États, eh bien, il semble également possible de s'appuyer sur les associations. Et pour ce faire, il pourrait notamment être envisagé le recours aux travaux de l'association Global Animal Law, qui nous a été présentée par Antoine Gottschel, et qui a développé au sein de l'association un certain nombre de bases de données qu'il a évoquées, des bases de données sur la législation, et également des plateformes interactives d'information. Ainsi, les représentants politiques et les juristes doivent apprendre des scientifiques, mais également doivent apprendre des différentes expériences étrangères pour adapter les législations nationales aux enjeux de la sensibilité animale, ce que pourrait faire bien sûr la France. Dans un deuxième temps, je vais évoquer l'approche prospective ou futuriste. Donc, à l'appui de ces connaissances qui ont été acquises, il appartient aux législateurs, sous l'impulsion, encore une fois, des représentants politiques engagés, des opinions publiques, ça a été évoqué à différentes reprises, cette évolution de l'opinion publique, des militants de la cause animale, bien sûr, mais également des spécialistes du droit animalier, d'assurer cette nécessaire reconnaissance, que j'évoquerai brièvement dans un premier temps, par le recours aux moyens utiles, que j'évoquerai donc dans un deuxième temps. Tout d'abord, donc, la nécessaire reconnaissance. Quelques mots du coup sur cette situation-là, puisque l'évolution, notamment récemment avec le Code civil français et la fameuse introduction donc, de l'article 515-14 du Code civil, peut ou doit être interprétée par une absence de modification du statut de l'animal. La condition juridique de l'animal n'a pas changé, ce qu'a essayé de démontrer Jérôme Delage, et pour s'en convaincre, je ferai appel moi aux travaux préparatoires. Dans le rapport de l'Assemblée nationale relatif à cette loi, l'article relatif au statut des animaux est présenté. Et je vous lis la présentation qui est faite. Cet article est présenté par cet objectif, simplement reconnaître la qualité d'être sensible des animaux, sans modifier pour autant le régime juridique des animaux, qui reste celui applicable aux biens, meubles ou immeubles, par destination selon les cas. Et on voit que juste après cette indication-là, le rapporteur prend bien soin de rassurer, je vais utiliser ce terme-là, il rassure en énumérant les activités qui ne font l'objet d'aucune modification. En effet, le rapporteur cite la chasse, la pêche, la consommation de viande, les pratiques d'élevage et d'abattage ou la corrida. Donc il est possible de considérer que l'animal reste juridiquement une chose, par opposition à la catégorie des personnes. Là aussi, c'était une partie de la démonstration de Pierre-Jérôme Delage. Pire, on pourrait penser que la construction de l'article amène à douter de l'intérêt même de l'introduction de la référence à la sensibilité. On peut se poser la question en tant que juriste, je parle bien en tant que juriste, est-ce que la première partie de phrase qui évoque la sensibilité est utile? Est-ce que juridiquement, seule la deuxième partie de phrase n'est pas nécessaire, simplement le fait que, hormis les dispositions spéciales qu'il protège, on va lui appliquer le régime des biens. Malheureusement, il semblerait que cette seconde partie de phrase se suffit à elle-même, et tristement, l'introduction, exception faite encore du symbole important de la sensibilité, reste à un second plan d'un point de vue juridique. De même, cela invite à prendre en compte l'évolution sociale de la considération animale. S'il ne faut pas nier la forte tradition occidentale appelant à distinguer l'homme de la bête, pour refuser à cette dernière une raison, une conscience, un langage, une âme, ne peut-on pas déceler un changement sociétal, culturel dans cette appréhension de la bête? Bien que vieillissante, la liste des textes assurant une prise en compte de la sensibilité des animaux de consommation paraît importante, reprenant des exigences de bien-être pendant leur élevage, notamment donc les conditions d'hébergement, leur transport et leur abattage, qui nous a été présenté donc par Cathy Morales-Frénois. Toutefois, les images diffusées par certaines associations, et donc pour ne pas la citer, notamment L214, ont provoqué une prise de conscience d'une réalité pratique de l'application de ces normes.
Ces images, et c'est intéressant, sont venues casser une tradition de méconnaissance et d'éloignement d'une conscience par le consommateur de la réalité de cette exploitation animale. C'est un peu l'idée, si je peux me permettre, loin des yeux, loin du cœur, le fait qu'on n'ait pas cette conscience du traitement de l'animal ne permet pas d'avoir conscience de ce qu'on peut avoir dans l'assiette. Je dirais plus crûment ce qu'on pourrait dire. S'il est possible du coup de douter de certains engagements politiques, eh bien, il est plus difficile de douter des conséquences agro-industrielles, des inquiétudes et des nouvelles habitudes des consommateurs, parfois motivées par leur seule santé. Jusqu'alors cachée, encore une fois, la visibilité de la réalité des conditions de vie des animaux de consommation provoque alors des exigences nouvelles de la part des consommateurs, de nature, et c'est ce qui est intéressant, à renforcer la prise en compte du bien-être animal. Encore une fois, certaines de ces évolutions ne sont pas commandées par l'animal, ni par son bien-être. C'est plus, je dirais, une réaction égoïste des personnes pour leur propre santé. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en quelque sorte, cet égoïsme va avoir un intérêt pour l'animal. C'est ces idées de manger bio, de manger des animaux qui ont été élevés en plein air, etc. C'est une situation qui est évidemment bien meilleure que l'élevage en cage, même s'il faut rester lucide, et que ce n'est certainement pas une situation totalement, on va dire, forte pour le bien-être animal. Mais cette reconnaissance est quand même de nature à provoquer des évidentes obligations, mais également des nécessaires interdictions aux hommes, notamment une limitation sur son droit de propriété. Et il apparaît ainsi possible de parler de devoir des hommes, pour reprendre des formules, et notamment celle de Diana Serini, sur cette question. Et donc pour cette action, il est important de reconnaître le travail des associations. Celles-ci assurent une sensibilisation du public aux comportements interdits. Plus encore, et juste en un mot, les associations peuvent mobiliser l'article 2-13 du Code de procédure pénale pour agir en justice et notamment assurer les poursuites contre les auteurs des infractions qui sont énumérées par le texte. Et d'ailleurs, texte qui a été élargi, juste pour la petite parenthèse, donc des infractions du Code pénal à certaines infractions du Code rural. Dans un dernier temps, je vais évoquer les moyens de la reconnaissance. Les moyens de la reconnaissance, donc, de cette sensibilité, encore plus une projection sur des évolutions, et notamment l'évolution de la législation française. Donc pour favoriser la reconnaissance de cette sensibilité de l'animal, et donc lui permettre de bénéficier d'une meilleure protection, une protection plus efficiente, il me semble que deux démarches peuvent être intéressantes, et deux démarches qui peuvent être faites de façon concomitante. Alors il y a tout d'abord des démarches spécifiques, ce que je vais appeler des démarches spécifiques, ou des démarches parfois plus originales, qui peuvent être mises en place au regard des actions existantes dans les différents pays. Et toute la journée, on a entendu des propositions de ce qui pouvait être mis en place, ou en tout cas, on a entendu des actions qui sont faites à l'étranger que ne connaît pas la France. Donc, je vous propose une énumération qui reprend de multiples propositions de réforme qui pourraient être envisageables. Énumération, bien sûr, qui ne se veut pas exhaustive. Et je vais peut-être éventuellement, pour pouvoir en arriver à la conclusion plus rapidement, vous donner que quelques indications. Création d'un ministère de la protection animale, établissement d'un permis pour détenir un animal, détermination des compétences et de la capacité à détenir un animal, et notamment les capacités matérielles ou financières pour pouvoir avoir un animal, création d'un conseil du bien-être animal, mise en place d'un droit au congé payé en faveur du maître qui doit assister son animal quelques jours après que celui-ci ait subi une chirurgie, le droit donc aux personnes admises dans les hôpitaux ou dans les hospices, où on pourrait élargir d'ailleurs cette question-là aux personnes vulnérables de façon générale, à recevoir la visite de leurs animaux de compagnie, réhabilitation des animaux de laboratoire en bonne santé pour leur assurer une retraite, ce qui nous a été présenté par Aloïs, interdiction des pratiques contestables, et là l'énumération peut également s'allonger, gavage dans la production de foie gras, mutilation pratiquée en élevage, on a évoqué les castrations notamment, la tauromachie bien sûr, la chasse en enclos, la vénerie et la chasse à courre. Et que penser bien sûr de la fameuse image qui nous a été diffusée sur les vaches à hublot. Bien évidemment, on peut se poser la question d'un point de vue éthique et d'un point de vue de la souffrance qui est induite par cette pratique. Aux côtés de ces actions que j'ai identifiées comme spécifiques et qui sont ressorties ici et là des différentes contributions de la journée, on a la nécessité également, selon moi, d'une démarche générale en faveur de cette prise en compte.
La première action nécessaire, je pense que ça retransparaît tout au long des interventions qui ont été faites, c'est de proposer des législations cohérentes quant au reconnaissement de la sensibilité des animaux. Pour la France, on peut tout d'abord regretter la longue distinction qu'on a eue entre le code rural et le code civil dans la reconnaissance de la sensibilité animale. Des distinctions similaires existent, notamment en Italie, comme ça a été évoqué, entre le code civil et les lois régionales, et dans d'autres pays. Aujourd'hui encore, selon l'appartenance à une catégorie ou à une autre, les animaux bénéficient d'une protection plus ou moins forte, et pour être assez expéditif, soit d'une protection assez importante, si on prend les animaux domestiques, à une protection inexistante ou quasi inexistante si on prend les animaux sauvages. Et l'incohérence est à son paroxysme, est largement cristallisée si on prend les animaux dits transcatégoriels, et c'est ce qui a été évoqué par le collègue, notamment avec sa théorie du lapin, des 4 lapins, et il me semble, qui mettent bien en exergue la problématique existante, ce qu'on pourrait reconnaître également nous avec d'autres animaux comme le lapin, le rat, qui peut être un animal domestique, un animal utilisé dans l'expérimentation scientifique, un animal nuisible, etc., etc. Donc on peut lui trouver un certain nombre de statuts, malheureusement, et donc de protection. Et que penser également d'autres situations qui ont été évoquées, on va dire les incohérences, l'absence de logique, voire des dispositions absurdes, ça nous a été dit par Marie-Christine Le Breton, à travers les chiens de catégorie. Des dispositions non maîtrisées, c'est ce qui ressortait de son intervention, mal appliquées et critiquables. Plus encore, c'est la nature même de la protection qui se pose. Une reconnaissance dans le Code civil des différents pays apparaît aujourd'hui, l'intervention minimale. La question se concentre désormais sur est-ce qu'il faut une constitutionnalisation des droits de l'animal ou pas. On l'a vu, déjà plusieurs exemples réalisés dans d'autres pays étrangers ont donc attribué une protection constitutionnelle à l'animal, et comme ça a été dit, qui est placé effectivement au sommet de la pyramide de Kelsen, et donc au sommet de la hiérarchie des normes. Dernière étape, il s'agit de s'intéresser et d'instaurer un véritable statut de l'animal, bien que cette proposition puisse faire l'objet de discussions et que d'autres solutions semblent envisageables. C'est ce qui a été évoqué notamment avec une protection pénale complète par Pierre-Jérôme Delage. Néanmoins, ce statut semble nécessaire et l'approche juridique de l'animal le place régulièrement dans une situation juridique ambiguë, ni chose ni personne. Sans pour autant passer par une personnification des animaux, de nature notamment à provoquer un changement de société, ce qui a pu être critiqué par Pierre-Jérôme Delage, comme promouvoir l'appartenance à une même catégorie par référence, par exemple, à l'expression animaux humains ou non humains, il est possible d'envisager d'autres techniques juridiques qui, là, ne susciteraient aucune difficulté, aucun débat, en tout cas foncièrement critique. Il est notamment possible de s'appuyer sur différentes propositions, et je ne citerai que celle de Jean-Pierre Marguenot, qui présente la personnification technique. L'importance de ces débats explique que l'animal soit devenu un objet politique, ce que démontre l'apparition des partis animalistes. Et là aussi, on a eu des présentations de ces partis politiques qui assurent une représentation politique des animaux et font émerger sur le terrain politique la question animale. Il s'agit de se concentrer donc sur les questions animales et donner une visibilité aux problématiques existantes. Et c'est ce que nous a largement démontré Hélène Touy. En outre, l'évolution des sympathisants écologiques, ce qu'on a pu appeler la vague verte lors des élections européennes en 2019, comme l'ouverture des partis traditionnels, ce qui nous a été dit, vers un affichage politique envers la protection animale, avec certainement, on se doute bien, la volonté de récupérer un électorat, peuvent favoriser une meilleure prise en compte de cette sensibilité animale, et on peut s'en réjouir, et le renforcement de la protection utile à l'animal. Dès lors, la condition animale est devenue un sujet important pour l'opinion publique, et ainsi les politiques vont la prendre en compte pour cette raison, bien que de façon encore trop lacunaire, comme n'a pu nous le dire Loïc d'Ambreval. Face à la mondialisation des échanges, du commerce et des modes de communication, et des implications climatiques mondiales, la protection animale obligée par cette reconnaissance de la sensibilité ou la sentience des animaux doit faire l'objet d'une réaction internationale efficiente, permettant de dépasser une approche nationale ou régionale.
nous assistons presque impuissants à l'extinction successive d'espèces animales. On a vu de très belles photos durant certaines contributions. Malheureusement, on est face aussi à une étonnante imbécilité humaine avec cette disparition qui se poursuit, y compris auprès d'insectes pollinisateurs. Et l'exemple n'est pas anodin. Abeilles, papillons ou mouches, extinction de nature à provoquer un dérèglement irrémédiable de notre écosystème planétaire. Sans pollinisation, c'est assez simple, les végétaux sont en péril et nous sommes évidemment tous en péril. La vie humaine sera directement en péril. Doit-on attendre donc la menace de l'extinction humaine pour envisager une protection nécessaire de l'animal ? Bien, différentes initiatives ont été mises en œuvre, on en a évoqué plusieurs. J'évoquerai le lundi vert qui n'a pas été cité, mais bien sûr le référendum pour les animaux qui a été présenté. Eh bien, ce colloque fait partie de ces différentes réactions qui se poursuivent, qui s'étendent à de nombreuses villes. Je citerai Limoges, Aix-Marseille, bien sûr Brest, mais également Caen. Donc bravo à l'USCAN pour ses travaux toute cette journée qui participent justement à cette reconnaissance de cette sensibilité et à ce travail pour une meilleure protection de l'animal. Je vous remercie pour votre attention.